Bonjour à tous. Donc, dans cette présentation qui est introductive à la journée, je vais me cantonner à la question du changement climatique et en particulier ces aspects d'impact du changement climatique sur le cycle hydrologique en général, mais je ne détaillerai pas les impacts sur l'hydrologie continentale, qui le seront dans les présentations qui suivront, en particulier pour le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Donc je vais repartir finalement dans cette présentation qui est relativement générale sur certes des méthodes, mais sans rentrer dans des détails. À titre d'introduction sur ces méthodes, je vais simplement mentionner le fait que bien pour évaluer les changements climatiques futurs, les scientifiques ont décidé de se concerter, d'établir de façon régulière des rapports d'évaluation des connaissances sur le changement climatique. Et donc, c'est le travail que vous connaissez du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC ou IPCC en anglais. Donc, il publie tous les 5 à 7 ans des rapports d'évaluation. Et donc, en particulier, là, vous avez une présentation des rapports de 2007, qui ont été publiés en 2007, qui sont disponibles sur le site internet de l'IPCC. Et vous savez que ces rapports sont en fait divisés en 3 volets. Un volet sur les bases scientifiques du changement climatique, essentiellement ce dont moi je vais parler. Un autre rapport sur les impacts du changement climatique, donc ça c'est plutôt les présentations à la suite de la mienne dans le cadre de l'hydrologie, et un rapport qui est un rapport sur l'atténuation des changements climatiques, donc essentiellement plutôt sur le volet économique. Et un rapport de synthèse qui rassemble les résumés et qui répond à certaines questions clés. Et puis, pour vous mentionner quand même l'actualité de l'IPCC, bien ce qui est en cours actuellement, c'est la rédaction d'un nouveau rapport et dernièrement la publication d'un autre. Mais le rapport qui a été publié, ce n'est qu'un rapport intermédiaire entre 2 rapports d'évaluation. C'est ce qu'on appelle un rapport spécial, qui était centré sur les événements extrêmes, donc qui est aussi disponible sur Internet depuis novembre 2011. En tout cas, le résumé et maintenant le rapport complet. Et le prochain, ce sera en 2013 pour le premier volet, en 2014 pour les 2 volets suivants, sur l'adaptation et sur l'atténuation, les impacts adaptation et atténuation. Et donc là aussi, vous pouvez recueillir des informations sur le site de l'IPCC. Donc ce rapport, on y travaille actuellement. Certains scénarios ont été réalisés, des nouveaux scénarios globaux de changement climatique, mais je n'en parlerai pas ici parce que ce serait un peu une source de confusion, sachant que pour l'instant, ces simulations climatiques de grande échelle, à l'échelle planétaire, n'ont pas été traduites en termes d'impact sur l'hydrologie à l'échelle régionale. Mais enfin, si vous voulez y revenir, on pourra y revenir au travers des questions de la discussion. Alors donc, je vais commencer par d'abord présenter quelques résultats importants concernant les changements climatiques à l'échelle planétaire. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà, donc je serai assez rapide là-dessus. Donc, comme vous le savez, les projections du changement climatique futur sont basées sur des hypothèses, sur des scénarios socio-économiques qui prennent en compte la démographie, bien sûr, les changements possibles de la démographie. Évidemment, ce sont des hypothèses, donc c'est ce qui est reproduit sur ce diagramme au travers de la première colonne sur la population, et d'autres critères d'évolution socio-économique qui vont ensuite être traduits en termes d'émissions de gaz et de particules, et en particulier donc, les fameux gaz à effet de serre, donc, dont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, ou des précurseurs de l'ozone. Donc c'est au départ quand même des hypothèses socio-économiques qui permettent de construire ces scénarios d'évolution des gaz à effet de serre dont vont se servir ensuite les climatologues pour faire leurs projections. Alors vous voyez sur le tableau qui est présenté différentes lignes qui correspondent à une nomenclature, 6 en fait familles de scénarios représentatifs désignés par des lettres et des chiffres, donc qu'on peut classer suivant 2 grands axes.
la prise en compte d'une part de la mondialisation, d'une économie plus ou moins régionalisée, plus ou moins mondialisée, suivant un des axes, et les préoccupations environnementales suivant un autre axe. Disons que ce sont deux paramètres importants qui permettent déjà de distinguer différents scénarios, mais comme vous le voyez quand même sur ce diagramme qui est pourtant déjà simple, ce sont bien d'autres facteurs qui sont pris en compte, comme les évolutions technologiques notamment. Alors pour illustrer la traduction de ces scénarios socio-économiques en termes d'émissions de gaz à effet de serre, là vous avez reproduit sur cette figure à gauche des concentrations d'oxyde de carbone qui correspondent à différents scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste, donc le plus optimiste dans celui-ci en vert. Et c'est le scénario ici B1 et le scénario A2 dont je reparlerai tout à l'heure. Mais il ne faut pas tenir compte seulement des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre, il faut aussi tenir compte des particules dans l'atmosphère, les émissions de particules qui ont, en particulier les particules sulfatées ou carbonées, qui ont un impact sur le climat et qui va être contraire de celui des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre ont tendance à réchauffer le climat, les particules ont en général tendance plutôt à refroidir le climat. Et donc, il est absolument essentiel, et ça a été une découverte des années 90, de prendre en compte les scénarios aussi d'évolution des particules pour mieux contraindre les évolutions climatiques de long terme. Alors, ce diagramme, pour vous dire un petit peu où on se situe par rapport à ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, l'a illustré dans le cas du dioxyde de carbone. Cette figure montre des évolutions au cours du temps de 1990 à 2010, des émissions globales de CO2 exprimées en gigatonnes de carbone, milliards de tonnes de carbone. Et ce sont les évolutions en noir qui représentent les observations. Et vous avez reproduit ici, par des traits de couleur, les scénarios qui avaient été imaginés donc par le GIEC. Et là, c'était dans les années 90 pour le futur. Donc on retrouve les scénarios avec leur nomenclature que j'indiquais tout à l'heure. Donc ce que l'on peut constater, c'est qu'on se situe actuellement dans la fourchette haute des scénarios qui avaient été imaginés par les scientifiques du GIEC travaillant sur cette question. Et vous voyez aussi un fait notable, c'est qu'on voit un impact de la crise que l'on connaît actuellement, qui est en 2009, mais par contre en 2010, déjà, on a retrouvé un rythme d'évolution qui correspond à celui qui était antérieur à la crise, malgré la continuation de la crise et bien évidemment de la crise économique. L'impact sur les émissions, lui, par contre, ne se voit plus, essentiellement du fait d'une croissance très importante dans les pays émergents. Bon, vous le savez bien sûr déjà, pour la Chine en particulier, qui a dépassé depuis 2006 en volume total d'émissions les États-Unis, mais qui est loin de l'avoir dépassé en émissions par habitant. Ces scénarios, donc, je le disais tout à l'heure, les climatologues s'en emparent ensuite pour les traduire en termes d'évolution climatique. Donc, vous avez ici un diagramme que vous connaissez certainement pour la plupart, qui est un diagramme qui montre l'évolution de la température moyenne globale calculée par dans des simulations climatiques. Et donc, à la fois sur le XXe siècle, c'est là aussi le résultat d'un calcul, mais qui est assez conforme à ce qui a été réellement observé, avec une augmentation d'environ 3/4 de degré au cours des 100 dernières années, et les projections pour les 100 prochaines années. Là, il n'y a que 100 ans qui sont représentés, même si les projections vont au-delà, en fonction des différents scénarios, avec une fourchette d'incertitude qui correspond aux incertitudes de la modélisation climatique, donc qui est représentée ici par une zone grisée ou par une barre ici autour d'une valeur moyenne, en fait une valeur plus exactement plus probable des évolutions attendues. Alors je profite pour revenir sur ce terme d'incertitude. L'incertitude pour le scientifique, ce n'est pas l'absence de connaissance, ça fait partie de la connaissance. Évidemment, ce n'est pas le sens commun du terme incertitude, qui est plutôt lorsque quelque chose est incertain, c'est souvent, on le dit parce qu'on ne sait pas effectivement apporter de conclusion sur ce fait qui est dit incertain. Pour le scientifique, par contre, c'est l'incertitude au sens de statistique, l'incertitude de la mesure. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait rien dire.
Bien au contraire, et un des enjeux maintenant de la communauté scientifique, ça va être de préciser non seulement les valeurs attendues, mais aussi les incertitudes sur ces valeurs. Et là, c'est effectivement un enjeu de recherche très important aujourd'hui. Alors ça a déjà donc commencé à être réalisé pour les températures moyennes à l'échelle mondiale. Ça reste pour l'essentiel encore à faire lorsqu'on parle du changement climatique à l'échelle d'une région comme Rhône-Alpes, par exemple. Donc, le réchauffement, je reviendrai en conclusion sur son évaluation. Ici, donc, puisque la présentation est centrée sur l'hydrologie, je présente 4 cartes qui illustrent en même temps la question des incertitudes, à la fois sur les scénarios, ce sont les 2 lignes différentes qui correspondent à 2 scénarios différents, et l'incertitude sur les modèles, ce sont 2 modèles différents, en l'occurrence les 2 modèles français, celui de Météo France à gauche et celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace à droite. Donc ces simulations, ce sont des simulations pour la fin du XXIe siècle, comparées au climat présent. Donc ce sont des changements de précipitations qui indiquent en bleu des augmentations et en orange, brun, des diminutions. Et donc ce que l'on peut constater, c'est quand même que globalement, les simulations concordent pour indiquer plutôt une diminution des pluies dans les régions intertropicales, une augmentation aux hautes latitudes, une augmentation dans les régions équatoriales. Après, c'est bien sûr quand on va dans le détail qu'on voit que ces scénarios se distinguent les uns des autres, ces simulations se distinguent les unes des autres. Bon, bien entendu, on a une amplification avec le scénario qui correspond aux émissions les plus fortes, mais aussi des différences régionales entre les 2 modèles. Si vous aviez le temps de détailler ces cartes, et vous pourrez, puisque la présentation sera mise à votre disposition, vous verrez que dans le cas de la mousson indienne, par exemple, eh bien, les 2 modèles donnent des résultats qui sont en partie contradictoires, et sur la mousson africaine, complètement contradictoires. Maintenant, quelques phrases de conclusion sur cette partie changement climatique à l'échelle planétaire. Donc, les fourchettes qui étaient montrées tout à l'heure, cela représente un réchauffement probable, donc compris entre 1,1 et 6,4 degrés en 100 ans. Donc, pour donner une échelle de grandeur, puisque c'est un réchauffement à l'échelle planétaire, il faut le resituer par exemple par rapport au changement de température moyenne globale estimée entre une période glaciaire comme il y a 20 000 ans et la période actuelle, qui est de 4 à 7 degrés. 4 à 7 degrés, c'est donc la différence entre une période glaciaire et une période interglaciaire. Et pour un futur relativement proche à ces échelles de temps-là, 100 ans, c'est vraiment très proche, c'est 1,1 à 6,4 degrés. Donc, fourchette probable, ça veut dire qu'il y a 2 chances sur 3, donc encore une chance sur 3 qu'on soit en dehors de cette fourchette. Et puis, pour ce qui est des précipitations, on a vu qu'elles pouvaient augmenter dans les régions que j'avais indiquées, haute latitude, diminution de la région subtropicale, et je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure pour les régions méditerranéennes, qui ne sont évidemment pas des régions subtropicales, mais on sait aussi que les précipitations devraient globalement plutôt diminuer dans ces régions-là, et également dans le sud de l'Europe. Il est probable aussi que la fréquence, là c'est pour les événements extrêmes, une conclusion du rapport de novembre dernier, que les fréquences des fortes précipitations, et là c'est plus subtil comme proposition, et c'est également que la proportion des précipitations totales tombant sous forme de fortes précipitations augmentera au cours du XXIe siècle. Alors, la proportion des précipitations totales tombant sous forme de fortes précipitations qui augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on a plus de variabilité dans les précipitations et que même si on a une diminution des pluies moyennes, on peut quand même avoir une augmentation des pluies les plus fortes. Mais aussi une diminution, évidemment, si les pluies moyennes diminuent très fortement. Il peut y avoir aussi des régions où les pluies les plus fortes en quantité diminue. Par contre, donc, on a un étalement pour les spécialistes du spectre de variabilité des pluies. On a plus de variabilité dans le futur. Donc, par ailleurs, on a une confiance aussi moyenne dans le fait que les sécheresses vont s'intensifier en certaines saisons et régions. Enfin, on verra qu'on a plus de certitude dans certaines régions, en particulier ça nous concerne. Et cela, en fait, du fait de 2 facteurs. Il n'y a pas simplement les changements de précipitation, ce n'est pas simplement du fait que les pluies vont diminuer dans certaines régions, comme on le voyait tout à l'heure, mais aussi du fait de l'augmentation de l'évaporation et de la transpiration des plantes qu'on regroupe sous le terme générique d'évapotranspiration.
Alors pour en venir maintenant à des choses plus proches de nous, donc comme vous le savez, donc évidemment ces projections ne sont pas vraiment utilisables telles quelles pour traduire les effets du changement climatique en termes de changement par exemple donc, sur l'hydrologie, sur le débit des rivières. Donc on doit réaliser, donc là c'est juste une parenthèse méthodologique mais je ne vais pas rentrer dans les détails, on doit réaliser ce qu'on appelle une descente d'échelle, c'est-à-dire que l'on part effectivement de ces scénarios climatiques globaux qui sont à une échelle typique de 100 à 300 km. 100 km, c'est pour les nouveaux scénarios du GIEC. Et on passe par une étape de simulation climatique avec des modèles que l'on appelle des modèles climatiques régionaux, qui permet de descendre à des échelles de 10 à 50 km, mais ça ne suffit pas non plus pour calculer les changements possibles de débit de rivière. On a besoin de modèles d'impact. Bon, ce n'est pas simplement d'ailleurs dans le domaine de l'hydrologie, qui ont parfois quelques mètres à quelques kilomètres de résolution. Alors donc pour reparler des incertitudes, bien évidemment, on aura des incertitudes à chacun des niveaux, et j'ai vu que c'était traité justement dans le rapport de Julie Fabre. Et donc on a des incertitudes au niveau bien sûr des scénarios climatiques globaux, je l'ai évoqué tout à l'heure, liés au scénario et liés au modèle, mais on a aussi des incertitudes qui sont liées au changement climatique, à la représentation des changements climatiques régionaux, et évidemment aussi, et ça a été ignoré mis à part dans des études très récentes, des incertitudes qui sont liées aux modèles d'impact eux-mêmes, et il faut tenir compte de ce qu'on appelle parfois cette cascade d'incertitudes lorsque l'on fait des projections à l'échelle de l'hydrologie continentale. Alors pour en revenir aux scénarios climatiques régionaux sur lesquels maintenant je vais me concentrer, je vais présenter quelques illustrations à la fois sur les changements climat moyens, donc toujours en mettant l'accent sur l'hydrologie, et les événements climatiques extrêmes, et puis je parlerai également ensuite d'une mise à disposition de ces données au travers d'un portail internet qui s'appelle DRIAS, pour terminer. Alors donc, pour ce qui est des scénarios climatiques régionaux qui ont été publiés au début des années 2000, donc le constat que l'on faisait, c'était que les projections, ici c'est la fin du XXIe siècle par rapport au climat présent, pour le scénario relativement sévère qui est le scénario A2, indiquaient la plupart une augmentation des pluies en hiver, une diminution des pluies en été, et globalement à l'échelle de l'année, c'était plutôt la tendance vers une diminution. Cela, pour autant, ça peut être trompeur parce qu'il s'agit là que d'une moyenne. Là, il y avait une dizaine de modèles différents et ça peut masquer des disparités qui peuvent quand même être très importantes. Cette ligne de partage, par exemple, en hiver, entre l'assèchement et l'augmentation des pluies, varie très fortement d'un modèle à l'autre. Pour certains, l'assèchement peut être sur l'ensemble de la France, et même en hiver. Et comme on l'a pu le voir d'ailleurs dans des simulations récentes que nous avons réalisées nous-mêmes. Donc il faut se garder de conclusions trop hâtives à partir de ces cartes-là. Ces moyennes-là masquent aussi quand même beaucoup de disparités. Alors une façon de représenter cette disparité, je parlais d'incertitudes qui n'étaient pas établies encore à l'échelle des régions françaises, mais on commence quand même, les scientifiques commencent à essayer de produire des résultats qui donnent une illustration de cette incertitude. Alors ces diagrammes ne sont pas forcément très faciles à comprendre. Ce sont des diagrammes qui indiquent sur deux axes. Suivant un axe, nous avons les changements de température. Suivant l'autre axe, les changements de précipitation. Ils indiquent la probabilité du changement. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a une forte probabilité. Quand on va vers les couleurs plus claires, la probabilité diminue. Autrement dit, si on prend ce diagramme en haut à gauche, par exemple, qui représente les changements de précipitation et de température près de Paris, à l'échelle du modèle, bien sûr, c'est 50 km ici de résolution, 25 km de résolution. Pour la période autour de 2030, 2021-2050, par rapport au climat actuel, donc les changements de pluie et de température, la probabilité de ces changements indique qu'on aurait plutôt une tendance, évidemment, au réchauffement. La probabilité d'un refroidissement n'est pas nulle, mais elle est très faible. Et pour ce qui est des pluies, on a plutôt une tendance à l'augmentation, mais on n'exclut pas. Vous voyez que la probabilité d'une diminution n'est pas exclue, d'où ces différences parfois que l'on a quand on considère des scénarios de modèles climatiques différents. Bien évidemment, donc, on voit aussi qu'en été, on a plutôt une tendance à l'assèchement,
puisqu'on est en dessous de l'axe ici qui indique une diminution des précipitations pour le futur, avec des plus fortes probabilités, mais la probabilité d'augmentation n'est pas nulle. Dans certains scénarios, c'est possible. Et par contre, pour le réchauffement, la tendance au réchauffement est quand même beaucoup plus nette, puisque la probabilité d'un refroidissement qui n'est pas nulle non plus est très faible. Alors pourquoi d'ailleurs cette possibilité d'un refroidissement? C'est une part de l'incertitude qui est liée à la variabilité climatique à l'échelle régionale, qui est effectivement très importante, y compris à l'échelle de quelques décennies. Et donc là, on est quand même sur un futur climatique relativement proche, qui sont les périodes 2021-2050. Et donc, du fait de cette variabilité climatique-là, on n'exclut pas des valeurs effectivement négatives de changement de température. Ce qui, soit dit en passant, veut dire qu'une échelle temporelle de 10 ans pour un changement climatique, ce n'est pas suffisant. Si on s'intéresse au changement climatique, évidemment, d'origine anthropique, il faut considérer les évolutions sur des périodes d'au moins 50 ans. Alors, pour illustrer le changement je parlais tout à l'heure de spectre de variabilité des précipitations, je vous montre différentes cartes qui sont extraites de scénarios climatiques régionaux pour des événements de précipitations intenses. Ce sont les pluies qui dépassent 20 mm par jour. Évidemment, ce ne sont pas les événements de pluies diluviennes du sud-est de la France où on peut atteindre des niveaux qui dépassent 200 mm par jour. Là, il s'agit de pluies intenses, mais pas de pluies diluviennes. Et pour ces pluies intenses, on a ici le cas de l'été pour le scénario B1 et 3 cartes qui correspondent à 3 périodes. Là, ce ne sont pas des différences, ce sont les proportions de précipitations supérieures à 20 mm par rapport aux précipitations totales. C'est pour illustrer cette idée de l'augmentation de la fréquence des pluies fortes lorsque l'on va vers le climat futur. Et donc on voit effectivement qu'on a une tendance à l'augmentation de cette proportion de pluies intenses par rapport aux pluies moyennes en pourcentage. Cela s'accentue lorsqu'on passe au scénario un petit peu plus fort d'émissions qui est le scénario A1B. Notez que ce n'est pas tant sur la période 2021-2050 que sur la fin du siècle, parce que ça c'est aussi une réalité des changements climatiques liés aux différents scénarios socio-économiques. Les différences se font sentir dans la deuxième partie du XXIe siècle, du XXIe siècle, mais pas dans la première partie. Et pour ce qui est du scénario A2, là aussi, on a peu de différence sur la période 2021-2050 par rapport aux autres scénarios. Par contre, ça devient beaucoup plus net à la fin du XXIe siècle. Les fortes précipitations elles-mêmes, là en valeur absolue, plus en proportion par rapport aux pluies moyennes, cette carte permet de voir si elles augmentent effectivement ou si elles diminuent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la variation, du fait justement de la diminution moyenne des pluies, en valeur absolue, les pluies les plus intenses n'augmentent pas forcément de manière très importante, ou même parfois n'augmentent pas du tout. Donc vous avez une échelle qui vous indique le facteur d'augmentation, puisque quand il y a 1,1, ça veut dire 10% d'augmentation, 1,2 c'est 20% d'augmentation, 1,3 c'est 30% de l'intensité des pluies. Et donc vous voyez qu'on est dans des augmentations qui ne dépassent pas en général 20% lorsque on a effectivement une augmentation, et cela même pour la fin du XXIe siècle. Donc si la proportion des pluies intenses augmente, s'il y a plus de variabilité, ça ne veut pas dire forcément que les pluies en volume, en intensité, vont effectivement augmenter partout. Et puis, parce que c'est quand même une préoccupation pour la région du sud-est de la France, donc Méditerranée et Corse en particulier. Les pluies diluviennes dans le sud-est, évidemment les scientifiques se posent la question de savoir quel va être l'impact du changement climatique sur ces événements. Je conclus tout de suite pour dire qu'on n'a pas encore la réponse, on a simplement des études préliminaires qui sont des études de cas qui ont été réalisées il y a quelques années, qui consistaient à prendre 10 événements types actuels et 10 événements types du climat futur pour voir en quoi ils étaient différents. Donc statistiquement, ce n'est pas robuste, mais ça permet de donner juste une première indication. Et ce que l'on constate, c'est que pour les événements futurs, on a une légère augmentation du cumul maximum de précipitations. Voilà, donc là, on se situe effectivement dans des niveaux bien plus importants que les pluies de tout à l'heure. On est au-dessus de 250 mm. Et on a
à peine une augmentation de l'extension spatiale de ces événements. Autrement dit, pas de changement finalement très, très notable, mais on n'est encore qu'au début de ce type d'analyse. Alors par contre, des résultats extrêmement marqués et là où on peut tirer des conclusions assez robustes, c'est l'évolution de la superficie de la France qui va être concernée par les sécheresses. Là, c'est le résultat d'une étude qui a été faite donc dans le cadre d'un financement de la Fondation Maïf, qui s'appelle le projet ClimSec, multilaboratoire, et qui vous montre des projections sur la superficie de la France concernée par des sécheresses dites météorologiques, ça veut dire diminution des pluies, des précipitations en général, et par ailleurs, sur la figure de droite, l'évolution de la superficie des sécheresses agricoles. Dans ce cas-là, on parle de l'évolution des réservoirs de l'eau dans les sols, diminution des réservoirs de l'eau dans les sols. Et donc, vous voyez que cette superficie augmente dans les différents scénarios. Les différentes couleurs correspondent à différents scénarios, du moins sévère qui est le B1 au scénario le plus sévère A2, en passant par un scénario intermédiaire, A1B. Et donc avec évidemment des incertitudes qui sont liées aux incertitudes de la modélisation, mais malgré tout une tendance qui est très marquée d'évolution vers une augmentation de la superficie pour les deux indicateurs, mais beaucoup plus importante pour les sécheresses agricoles, puisque évidemment les sécheresses agricoles ne dépendent pas simplement, comme je le disais tout à l'heure, des précipitations, mais aussi de l'évaporation, de l'évapotranspiration qui augmente du fait du réchauffement climatique. Alors, puisque ça m'avait été demandé, j'ai aussi illustré ma présentation avec une évolution calculée récemment dans le cadre de notre projet, qui est un projet de l'Agence nationale de recherche qui s'appelle SCAMPAI, et donc qui a permis d'établir quels pourraient être les scénarios du climat futur en France avec une focalisation sur les régions de montagne et des calculs plus précis qui ont été faits sur l'enneigement des Alpes, avec des modèles appropriés. Alors, je m'excuse, mais il y a une petite erreur là, ici, dans le titre. Ici, c'est la période, en fait, 2021-2050, et on aura la période 2071-2100, il y a une interversion dans le titre seulement, dans la figure suivante. Donc là, il s'agit bien de la période du milieu de ce siècle, peu avant le milieu de ce siècle, et il s'agit de l'évolution par rapport au climat présent, cette période 2021-2050 par rapport à 1961-1990, du nombre de jours de neige à 1800 mètres d'altitude, donc en moyenne montagne. Donc là aussi, 3 scénarios. Ici, un même modèle, et ici, 2 autres modèles à droite. Et donc, on est dans les couleurs vertes, c'est-à-dire qu'on se situe plutôt dans une diminution qui est de l'ordre de un mois d'enneigement. Évidemment, ça peut être moins dans le nord des Alpes et plutôt plus dans le sud des Alpes, d'ailleurs comme ça a été évoqué tout à l'heure. En tout cas, dans certaines des simulations, avec une variabilité suivant les différentes simulations. Et lorsqu'on se projette là à la fin du XXIe siècle, donc c'est la période de 2071-2100, donc on voit qu'on est assez fréquemment dans cette gamme de couleurs qui indique une diminution parfois de 2 mois d'enneigement suivant les régions, les Alpes du Sud étant beaucoup plus concernées que les Alpes du Nord. Voilà, donc en conclusion, en partie donc d'abord sur les sécheresses, on note une aggravation plus marquée, plus précoce des sécheresses agricoles que des sécheresses météorologiques, une extension spatiale et temporelle généralisée des sécheresses, et plus forte dans les régions les plus humides à ce jour, une aggravation concernant prioritairement les classes de sécheresse extrêmes, et un risque d'apparition d'événements de sécheresse d'ampleur inconnue à ce jour, à partir du milieu du XXIe siècle. Donc, concernant les projections à l'échelle de la France, pour ce qui est des moyennes, suivant un scénario modéré d'augmentation des gaz à effet de serre, on serait dans un réchauffement qui serait compris entre 2 degrés et 2,5 degrés. Alors, comme ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, 1 degré de réchauffement, c'est à peu près une évolution du climat vers le nord de 180 km. C'est l'ordre de grandeur. Donc 1 degré, effectivement, entre Avignon et Lyon, c'est à peu près ça. Les projections indiqueraient 2 à 2,5 degrés pour un scénario relativement modéré, les précipitations moyennes qui varieraient faiblement en hiver et diminueraient sensiblement en été,
Et pour un scénario plus fort, on serait à 3 degrés, à 3,5 degrés de réchauffement en moyenne annuelle, plus important l'été où on peut atteindre effectivement 5 degrés, voire 6 degrés localement. Et une diminution des pluies estivales de 20 à 35%. Pour ce qui est de l'ensemble des événements extrêmes, donc j'ai évoqué plus en détail les sécheresses, mais là je reviens sur l'ensemble des événements extrêmes à l'échelle de la France. Donc indépendamment des scénarios où il est très probable qu'en été, les vagues de chaleur seront à la fois plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Le nombre de jours de gel, par contre, devrait diminuer, et le nombre de vagues de froid également devrait être moins fréquentes. La proportion des précipitations totales tombant sous forme de fortes pluies augmentera, ce que je disais, et les changements concernant les tempêtes, par contre, semblent faibles, mais ce n'est pas le sujet de la journée. Et l'intensité des pluies associées aux cyclones devrait aussi probablement augmenter. Là, c'est une des conclusions du rapport sur les événements extrêmes du GIEC. Voilà. Bon, donc, je n'insiste pas sur les conclusions plus détaillées sur l'enneigement, vous les verrez dans la présentation qui vous sera communiquée. Alors, juste pour terminer, et là assez rapidement, pour en venir assez vite aux questions, donc je voudrais illustrer l'ouverture récente d'un portail d'accès Internet au scénario climatique sur la France qui s'appelle DRIAS. Donc c'est un projet de collaboration entre Météo France et différents partenaires, dont l'Institut Pierre-Simon Laplace et le CERFAX. Donc ce portail, vous avez son adresse ici, Internet qui est indiquée. Il donne accès à la fois donc, à un espace d'accompagnement qui comprend des notions générales sur le changement climatique, des informations sur le projet lui-même, et donc donne plutôt des généralités sur le projet. Donc on peut aussi utiliser un espace dit de découverte où on peut visualiser les résultats de ces scénarios. Là, j'ai fait un extrait, par exemple, sur la région, dans le cas des précipitations, des changements de précipitations pour le futur relativement proche, pour les années, autour des années 2035. Donc on peut faire une visualisation interactive d'indices pour appréhender ce que sont les projections, avec à la fois différents modèles qui sont reproduits et plusieurs horizons possibles. Et le dernier espace, c'est l'espace de commande sur lequel vous pouvez aller retirer des données pour conduire vos propres études. Et ces données sont des données qui sont publiques et gratuites. Voilà, donc en conclusion, le portail a l'objectif d'être pérennisé et de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. Et donc là, je vous indique, mais sans les détailler, quelques pistes de développement pour un futur relativement proche de 1 à 2 ans. Voilà. Merci Serge Planton. Venez nous rejoindre ici.